Il fait chaud, voilà, vous avez une bonne excuse pour vivre la nuit et regarder du catch. Nous sommes jeudi, mais aujourd'hui pas de review de Dynamite, mais plutôt une preview de Forbidden Door qui aura lieu ce dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, à San Jose, California. Le show sera disponible sous une formule pay-per-view sur YouTube Prime Video, mais également sous l'abonnement MyAEW. Si vous avez l'abonnement annuel, vous aurez pas de supplément à payer. Si vous avez l'abonnement mensuel, pourquoi vous avez fait ça, vous aurez le supplément pay-per-view à payer. Dans tous les cas, c'est regardable. Moi, je serai en direct sur MyAEW, évidemment. Entrons directement dans le vif du sujet. Alors c'est assez particulier parce que je trouve que depuis 2-3 pay-per-view, j'ai moins ce sentiment-là pour Dynasty, je l'ai beaucoup plus pour Double or Nothing et pour Forbidden Door, c'est que les constructions mensuelles ont été un peu... pas terribles. Mais c'est particulier parce que effectivement la construction est pas terrible, mais à chaque fois on a des pay-per-view de fou, hein. On l'avait vu avec Double or Nothing où en stream notamment je me plaignais pas mal de la construction je me plaignais pas mal de la construction du show, et finalement le show était génial, voilà, donc en fait ça ne veut rien dire. Mais les Dynamite, il y a des moments où on se demande un petit peu où on va et pourquoi on fait tout ça. J'ai l'impression qu'AEW a encore beaucoup de mal à gérer l'organisation de pay-per-view mensuels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont très très bons pour nous teaser des affiches et pour construire sur des projets dans plusieurs mois, hein. On le voit notamment avec All In, c'est-à-dire que je trouve que All In est déjà plus construit et il y a beaucoup plus de pièces que pour le pay-per-view qui est dans 3 jours. Donc ça c'est le premier point. J'ai vu pendant les reviews de Dynamite, il y a pas mal de monde qui se plaignait du fait que je ne donnais pas mon avis. Alors le truc c'est que mon avis en fait je l'ai donné sur plein d'autres contenus à la base, sur d'autres plateformes ou même juste le fait que j'avais pas l'impression que les reviews étaient là pour ça, les rewinds en tout cas, pardon. Si ça vous intéresse, je le ferai un petit peu plus. Mon avis c'est que depuis 2 mois, on a des Dynamite avec du bon contenu dans le ring, en dehors, c'est pas terrible. Je trouve que les constructions, comme je disais, sont beaucoup trop faibles, il y a des histoires qui sont pas intéressantes, on va en reparler notamment dans le main event, mais il y a 2-3 petites pistes qui donnent envie, mais globalement je trouve que la mid-card est plus intéressante que le main event en termes de construction de storyline. Voilà. Depuis Dynasty. Depuis post-Dynasty en fait. Allez c'est parti, on s'envole vers San Jose. Alors, Megan Bayne et Lena Cross, Divine Dominion, défendront les titres par équipe féminin contre Thunder Rosa et Olympia. Alors ça, ce sera dans le pré-show. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur SmackDown Hotel, que ce sera un match du pré-show. Évidemment, Divine Dominion est tout le temps dans les pré-shows. Mettez sur la carte principale, sérieux les gars. Megan Bayne est sur une année de fou. C'est un match de pré-show en fait. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça va durer à peine 10 minutes, histoire de chauffer un peu tout le monde. Je suis un peu déçu que ce soit dans le pré-show. Bon, il y a 10 matchs en tout, donc il y en a 9 sur la carte principale. Effectivement, je peux comprendre que c'est un peu compliqué de lui trouver une place, mais on a que 2 matchs féminins. On en revient toujours au même. Bref, victoire de Megan Bayne et Lena Cross, pas trop de suspense. On commence avec pour moi le plus gros morceau du show, Swerve Strickland contre Will Ospreay en finale de la Owen Hart Cup masculine. Je rappelle pour ceux qui viennent d'entrer dans le train, AEW, la Owen Hart Cup c'est absolument tous les ans et le vainqueur de la Owen Hart Cup obtient un match pour le titre mondial à All In. All In qui est en août, fin août à Londres cette année, prenez vos places, c'est en gros le WrestleMania d'AEW. Will Ospreay est en finale en back-to-back, c'est-à-dire que l'année dernière il était également en finale contre Adam Page, sauf qu'il avait perdu. Cette année, on est beaucoup dans la communauté à se douter que Will Ospreay va aller à Wembley et avoir un match pour le titre, hein. C'est à Londres, c'est chez lui. Ce qui est intéressant, c'est pour affronter qui et comment ça va se passer. Parce que Will Ospreay, pour ceux qui n'ont pas vu les rewinds, regardez les rewinds, qu'est-ce que vous faites? Il n'y en a pas eu la semaine dernière. My bad. Il n'y en aura pas cette semaine. My bad. Will Ospreay, il est entraîné et préparé pour All In et pour la Owen Hart Cup par les Death Riders, donc clan qui était censé être heel, dirigé par John Moxley. Et le truc, c'est que les Death Riders sont bizarres, ils sont twinners un peu plus heel quand même, mais on va dire plutôt que Moxley est un leader twinner qui gère un clan de heel. Et donc ça donne des trucs assez intéressants. Ospreay, il a l'air de plus en plus de rentrer dans le moule Death Rider et d'être de plus en plus copain avec toute la clique. En discutant un petit peu de temps en temps avec des membres de la communauté, notamment en stream, il y en a qui s'accordent à dire que Will Ospreay va heel turn. J'ai du mal à le voir champion heel chez lui, premier titre à AEW, mais je trouverais pas ça inintéressant. J'ai du mal à imaginer, mais je trouve ça plutôt cool. Et de toute façon, l'idée c'est, est-ce qu'il va aller à All In pour affronter MJF ou est-ce qu'il va aller à All In pour affronter
Kenny Omega. Tout le monde veut Kenny Omega. Est-ce que Kenny Omega va battre MJF à Redemption? Donc c'est le pay-per-view qu'on aura en juillet, juste avant All-In. C'est une possibilité. Moi, ça fait des mois que j'en parle, que ça m'embête un peu de faire perdre le titre à chaque fois. Imaginons que là, MJF, il perd le titre dans un mois, fin juillet, et que finalement, Kenny Omega, lui, perde aussi le titre un mois plus tard, en août. Je ne sais pas. Est-ce qu'on part sur une clim de Will Ospreay? C'est possible aussi. Je serais pas choqué non plus, AEW est capable de le faire. Même si, historiquement, à All-In, on a eu que des bonnes fins, entre guillemets. J'ai beaucoup de mal à voir. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils sont en train de flouter un petit peu les pistes. Je pense qu'ils ont vu que tout ce qu'ils faisaient, c'était assez obvious avec Ospreay et All-In et la Owen Hart Cup. Donc, ils commencent un petit peu à flouter les pistes. C'est intéressant. Est-ce qu'il va heel turn? Est-ce qu'il va prendre le titre? Est-ce qu'on peut imaginer plein de choses? Est-ce que Moxley va le trahir pour finalement, lui, se mettre dans la course au titre et l'empêcher d'aller au bout de son rêve, justement, pour lequel il le prépare? Il y a plein de possibilités. C'est très cool. Mais par contre, je ne vois aucun suspense sur la victoire entre Swerve Strickland et Will Ospreay. Elle est pour Will Ospreay. Et en plus, quand on reprend l'historique entre les deux, donc entre Swerve et Will Ospreay, Swerve Strickland l'a battu une fois, c'était à Forbidden Door il y a 2 ans, en 2024, quand il défendait son titre mondial, justement à l'époque. Will Ospreay était champion international. Ils se sont réaffrontés en 2025, c'était Summer Blockbuster, je crois, 2025. Cette fois, c'est allé à la limite de 30 minutes avec un match que moi j'avais trouvé décevant. Il y a plein de gens qui l'ont aimé. Je l'avais trouvé vachement décevant par rapport à leur premier affrontement. Donc, Ospreay n'a toujours pas vaincu Swerve. Swerve est toujours à 1 point. Donc là, on est toujours à 1-0 en fait. C'est comme si ça s'annulait parce qu'il y a eu un match nul. Donc je pense qu'effectivement Will Ospreay, là dans la rivalité entre les deux, va battre Swerve Strickland. On va finir à un partout. Voilà, balle au centre. Swerve, lui, de son côté, il est sur une très très grosse dynamique depuis son heel turn. Il avait turn sur Kenny Omega il y a quelques mois. Il est sur une grosse dynamique, il a eu des grosses victoires, il a eu des moments très très impactants, des très bonnes promos. Donc je pense que Swerve Strickland, il va rester dans la course au titre malgré le fait de perdre contre Will Ospreay à la Owen Hart Cup. Parce qu'ils sont en train d'en faire quelque chose, ils l'ont fait turn pour ça, il arrête pas d'en parler, ils ont re-eu un petit peu, parce qu'il y a un historique l'année dernière à All-In. Will Ospreay et Swerve Strickland se sont alliés pour défaire les Bucks et les Death Riders et aider Adam Page à devenir champion. Et Swerve Strickland, il y a eu une super promo là hier soir à Dynamite où Swerve Strickland disait à Ospreay, mais on a fait tout ça, mais ok, mais il est où Adam Page? Et il a raison, il est où Adam Page? Donc il y a plein de choses intéressantes à raconter, je trouve, entre les deux. Il y a plein de choses historiques à rattraper, que ce soit par rapport à Will Ospreay ou par rapport à Adam Page avec Swerve Strickland. Il y a plein de choses à faire. J'ai très très hâte de voir la suite. Il y a moyen que ça le fasse péter un plomb de là perdre contre Ospreay. Il veut du pouvoir, Swerve. En ce moment, c'est ça. Il arrête pas d'en parler. Il veut le pouvoir. Sauf que là, il va le perdre, le pouvoir. En tout cas, il va perdre une opportunité d'en obtenir. Donc de toute façon ça bouge pas, Swerve Strickland reste mon petit chouchou du côté d'AEW avec Fletcher et MJF dont on va parler tout à l'heure. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. À All-In, Swerve Strickland, qu'est-ce qu'il ferait? Alors la question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que va faire Swerve à All-In, parce que du coup il sera pas dans le match pour le titre, contrairement à Will Ospreay. Pour Swerve Strickland, moi j'ai 2 projets, peut-être un 3e un petit peu plus farfelu. Le premier, c'est qu'il est dans le Casino Gauntlet Match et que c'est lui qui le gagne. On sait que ça fait quelques temps maintenant que le Casino Gauntlet Match a lieu à All-In, et en gros celui qui gagne le Casino Gauntlet Match obtient un contrat qu'il peut encaisser. C'est un Money in the Bank en gros. Alors là il peut pas l'encaisser quand il veut, c'est en gros il peut l'encaisser en prévenant une semaine avant. Voilà, c'est la nouvelle règle. MJF, c'est ce qu'il avait fait cette année, c'est comme ça qu'il avait obtenu le titre à World's End. Quoi qu'il en soit, ça c'est la première option. La deuxième option, c'est ce que je verrais bien, c'est un Moxley Swerve pour le titre continental, avec une victoire de Swerve Strickland. C'est un projet qu'on peut imaginer. Moxley, il est en train un petit peu de... C'est bizarre son personnage, parce que j'allais dire un face turn organique avec Will Ospreay, mais en fait il a déjà fait un face turn organique au moment où il a pris le titre continental. Donc je verrais bien un match comme ça, un Swerve Moxley. On est presque sur un dream match, mais cette fois pour le titre continental. On en a déjà eu pour le titre mondial, c'est un petit peu l'échelle. Et Swerve Strickland qui prend le titre continental, il voulait du pouvoir, il en aura sans avoir besoin de le décrédibiliser encore et encore, parce que on a d'autres choses à construire pour le titre principal. Voilà. La troisième, un petit peu farfelue, c'est qu'il y a un retour d'Adam Page avant All-In et qu'on ait un affrontement entre Adam Page et Swerve Strickland. Oui, encore. Je sais, mais il y a encore tellement de choses à raconter entre les deux que j'ai envie d'y aller quoi. Donc voilà, Ospreay Swerve pour moi c'est victoire de Will Ospreay, clair, net et sans bavure. J'espère un très très gros match, ça a le potentiel d'être le meilleur match de la carte. On sait de quoi sont capables ces deux-là quand ils sont ensemble, on l'avait vu il y a 2 ans, on l'avait vu l'année dernière en weekly, j'ai très hâte. Deuxième finale, cette fois de la Owen Hart Cup féminine, Mercedes Moné contre Maya World. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Maya World? C'est incroyable, elle est sur un parcours de fou. Maya World qui remplaçait Sarray, qui a pas pu venir
pour cause de blessure ou je sais pas quoi, elle était déjà blessée. Bref, il y a eu des histoires un peu cheloues. Voilà, on va pas plus aller dans le truc. Mais elle a fait un immense parcours. Elle a battu Sky Blue au premier tour. Elle a battu Athena, championne ROH depuis la création de la ROH presque en demi. Et là, elle arrive en finale contre Mercedes Moné. C'est monstrueux le parcours qu'elle a. Je trouve ça génial. J'ai très hâte de voir le truc parce que ça y est, elle est crédible. Il n'y a pas de oh là là, on sait pas, machin. Non, il y a un monde où elle peut battre Mercedes Moné. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire et je trouve que ça fonctionne bien. Mercedes Moné, elle est revenue en tant que wildcard où elle a battu Alex Windsor. Elle remplaçait Willow Nightingale qui avait dû déclarer forfait après une blessure à l'épaule, si je me souviens bien. Elle avait abandonné à la fois son titre TBS et à la fois sa place dans la Owen Cup. Donc c'est Mercedes Moné qui a repris cette place-là. Retour à la fois peut-être trop tôt, je ne sais pas. Moi, ce qui m'embête dans ce retour-là, c'est le retour en tant que heal. On en avait parlé justement dans il y a quelques mois maintenant, dans une vidéo quelle est la suite pour Mercedes Moné, que je vous mets juste ici là. Il y a une petite habitude de perdu, je l'ai pas eu tout de suite. Vous l'avez en fiche, quelle est la suite pour Mercedes Moné? On en a parlé il y a quelques mois. Moi, je ne voulais pas qu'elle revienne tout de suite, je voulais qu'elle revienne pour l'année prochaine, ou alors qu'elle revienne là avec une descente aux enfers. C'est peut-être ce qui va se passer. On va peut-être avoir ce scénario-là où elle perd contre Maya World, elle doute, elle face turn. On peut avoir quelque chose comme ça et qu'elle gagne l'année prochaine. Là, je trouve ça peut-être un petit peu trop tôt, sachant qu'en plus, elle revient vraiment avec le même personnage que quand elle est partie il y a 6 mois. Il n'y a aucune évolution de personnage. Elle a perdu ses titres, elle est revenue, elle a plus de titres, mais c'est la même. Je trouve ça à la fois feignant, à la fois chelou. C'est féchou, c'est félou, c'est cheniant. C'est ce que vous voulez, c'est feignant chelou. Même si elle envoie des promos géniales avec des sacrés punchlines, notamment une promo hier soir où Maya World disait elle est passée de mon professeur à mon idole. Mercedes Moné lui a dit je suis pas ton professeur, je suis ton patron, bitch. Génial, j'aime beaucoup. Ça n'empêche que je trouve le personnage de Moné toujours aussi cool parce que c'est Moné et que j'adore Moné. Mais j'aurais préféré la voir revenir avec une évolution qui là n'est pas du tout présente. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on part sur Moné qui prend la Owen Cup et qui va à all-in affronter Tekla et on part sur un 1v1 heal contre heal, ce qui est une possibilité? Est-ce que Tekla perd le titre à Redemption? Est-ce que Tekla perd contre Starlight Kid? On va en parler après. Il y a pas mal de possibilités et j'ai du mal à imaginer Moné arriver à all-in, perdre une deuxième année de suite parce que du coup l'année dernière elle avait gagné la Owen Cup et elle est allée affronter Toni Storm à all-in et elle a perdu. Elle perd 2 années de suite, elle regagne l'année prochaine pour cette fois gagner. Je sais pas. Donc si on part sur mon fantasy booking que j'avais donné il y a quelques mois, il faudrait qu'elle perde la finale là contre Maya World et qu'elle ait une descente aux enfers qui la fasse entrer dans un arc de rédemption et l'année prochaine cette fois vraiment les confettis, le titre et tout machin. Si c'est cette année, bah je trouve qu'il y aurait un petit côté un peu... Elle l'a eu pour l'avoir. Je sais pas si vous voyez. Du fait que bah son personnage n'a pas évolué. Et je trouve ça dommage. Et avoir une Maya World qui sort de nulle part et qui va au bout et qui va aller chercher le titre, ou en tout cas qui a la possibilité de le faire, je trouve ça génial. Et j'ai un peu envie de voir ça en vrai. J'ai du mal à pronostiquer le truc, mais en même temps, Mercedes Moné, elle survole tellement tout. Enfin, la division féminine était catastrophique au niveau du booking depuis le départ de Toni Storm. Il n'arrive pas, et c'est pas la première fois qu'on en parle, AEW n'arrive pas à build sa division féminine sans ses stars. C'est impressionnant à voir. Ils sont en train d'en créer une avec Tekla, et on le voit parce que Tekla, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est même la seule catcheuse vraiment intéressante dans son programme AEW. Depuis le départ de Toni Storm et de Moné, c'est une horreur. C'est booké avec le cul, quoi. Donc là, depuis que Moné est revenu, c'est un peu moins booké avec le cul, ça reste pas ouf, mais on sent il se passe quelque chose. Il y a une aura de star. Et c'est ça qui est intéressant. Donc j'ai un peu l'impression qu'elle marche sur l'eau, quoi. Je sais pas si c'est ça exactement l'expression, mais je pense que Moné, elle y va là. Là, c'est tout droit pour Moné. Je serais un peu déçu de la manière. Je serais pas déçu du résultat, mais je serais un peu déçu de la manière. Allez, Mercedes Moné, elle va à all-in, elle bat Maya World, elle prend le titre à Tekla. On verra. On continue avec Shota Umino contre Pac. Alors là, t'as l'impression que c'est un match qui a été balancé comme ça en mode les gars, il y a tout le monde qui se plaint du fait que Forbidden Door, les doors, elles sont pas très ouvertes. Venez, on envoie Shota Umino contre Pac. C'est une affiche en mode Dream Match. Shota Umino qui est le nouveau champion global IWGP. Il a pris le titre à Dominion là il y a un mois. Je viens de vérifier, j'ai dit il y a un mois, c'était vraiment il y a 10 jours à l'heure où je tourne. Bon. On ne sait plus, la chaleur me tape sur la tête. Dans tous les cas, c'est le nouveau champion LWGP global. Il vient défendre son titre contre Pac. Dream Match, c'est chouette, ça va être trop bien. Je suis content de revoir Pac sur une carte principale. On lui donne Shota Umino. Grand chose de plus à dire, hein. Pac, c'est le larbin des Death Riders, il dit rien, il catch bien. Shota Umino, je suis pas trop ce qui se passe du côté des NJPW, je sais juste que bah du coup j'ai regardé Dominion et il a battu Andrade Drill à Moloney pour devenir le nouveau champion global IWGP. Tant mieux pour lui, on est content. Ça va être un super match. Victoire de Shota. Et si victoire de Pac et Pac s'envole vers le Japon? Non, je déconne, victoire de Shota. Match pour le titre par équipe, Adam Cole
Oh là, Adam Cole, Adam Copeland et Christian Cage contre les Dogs, donc Clark Connors et David Finlay, pour le titre qu'ils ont fraîchement récupéré des mains de FTR lors de Double or Nothing. Construction très peu intéressante à base de les Dogs veulent les titres et ils se foutent de leur gueule parce qu'ils sont vieux, et Adam Copeland et Christian Cage, Christian Cage il est trop bizarre et Adam Copeland se moque de lui parce qu'il le connaît depuis longtemps. Bon voilà, c'est pour le titre par équipe, j'ai du mal à voir les Dogs prendre les titres à ce moment-là, et en plus non, je pense juste que Adam Copeland et Christian Cage sont là pour crédibiliser leur règne et pour dire voilà, on est vieux mais on a encore ce truc, on va aller au bout, on va aller à all-in, etc. Donc là vraiment pour moi il y a aucun monde où les Dogs prennent les titres. Par contre je suis assez content qu'ils en fassent quelque chose parce que les Dogs on n'en faisait rien, pendant 1 mois et demi ils avaient déjà signé, il se passait que dalle avec eux. Là au moins ils ont un programme à Dynamite, il se passe quelque chose, c'est au moins ça, mais rien de plus quoi. Adam Copeland, Christian Cage, victoire, ça va au moins à all-in avec les titres. Passons à autre chose. Pareil, on est sur un immense dream match, un 3-way par équipe. Alors attention, nous avons les Young Bucks, donc Matt et Nick Jackson, contre Unbound Co, Shingo Takagi et Titan, contre Hell Sky Team, Mystico et Mascara Dorada. C'est quoi cette affiche de fou? Alors Titan, j'avais vu 2-3 petits trucs de ce qu'il avait fait l'année dernière au CMLL. Gros catcheur, on est sur de la lucha à fond quoi, lucha. Pareil, un Mascara Dorada et Mystico, bah voilà, c'est peut-être 2 des meilleurs luchadors au monde, donc disons que ça va délivrer. De toute façon, ça s'appelle l'équipe du ciel, Hell Sky Team. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et avec Nick Jackson, bref, il y a que Shingo Takagi qui a le droit de toucher le sol. Les autres, floor is lava. Là, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste du pur Forbidden Door. Il y a des mecs du CMLL, il y a des mecs de la NJPW, il y a les mecs d'AEW, et hop, venez, on fait la fête. C'est un peu ce qui va se passer. Victoire de... J'ai du mal à me prononcer, je trouve ça un peu simple de faire gagner les mecs d'AEW, donc pourquoi pas... Allez, pourquoi pas victoire de Mystico et Mascara Dorada, parce que c'est quand même des gros noms. Victoire de Hell Sky Team. C'est parti. John Moxley défend son titre continental contre Bandido. Bandido, il arrête pas d'avoir des opportunités pour des titres mid-card. T'es toujours champion ROH, frérot. Viens, tu perds ton titre ROH d'abord, et après tu reviens et on te donne des titres, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Le match, il sort un peu de nulle part, parce que les deux n'étaient pas en rivalité. Voilà, c'est Moxley qui défend. En gros, c'est ça. C'est, voilà, oh, il y a pay-per-view, Moxley, il veut pas s'arrêter parce qu'il veut tout le temps être au boulot. Bah, on te donne Bandido. Allez hop, Bandido, il a pas de programme, c'est parti. Bandido. C'est un peu le sentiment que j'ai. Quoi qu'il en soit, match de fou, ça va être trop bien. Moxley, il arrête pas d'envoyer que de la patate depuis le début de l'année, depuis même maintenant 2-3 ans sans s'arrêter, même un petit peu plus. Bandido, c'est pareil, que de la patate depuis 2 ans. En tout cas, moi, je le suis depuis vraiment 1 an, que de la patate. Mais j'ai toujours un problème avec le fait que Bandido soit toujours champion ROH. Arrête, lâche le titre. Il est champion depuis 445 jours, sauf qu'il est tout le temps à la l'AEW, il est tout le temps à Dynamite. Vous me direz, c'est pas dérangeant, c'est juste que bah, il est champion World de la ROH, et du coup, bah, il y a des mecs qui attendent à la ROH d'avoir leur place, et lui, il défend pas son titre, à part du coup dans les pay-per-view ROH. Il vient à Dynamite tout le temps, et il se fait péter le cul par des mecs importants, hein, des Swerve, du coup, bah, John Moxley, hein, vous doutez bien. Donc, bah ouais, il serait peut-être temps de lâcher ton titre et de rester franchement à la AEW. Il a même été champion par équipe avec Brody King en fin d'année dernière. Ça commence à tarder un petit peu là, et Athena, c'est pareil, hein. Athena, on en a parlé justement tout à l'heure dans la Owen Hart Cup. Athena, elle est championne depuis 15 ans, là, c'est insupportable. Lâche ton titre, viens à Dynamite, on est bien, prends des titres, amuse-toi à la AEW plutôt que de faire hop, 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 hop. Bref, ça va être trop bien quand même. Moxley, Bandido, pas trop de construction parce que Moxley, il est plutôt concentré sur Will Ospreay et Bandido. Bandido, il fait quoi là? Je me souviens pas. Bandido, il est avec Brody King. Voilà. Bandido, il a fini son programme avec Sir Strickland. Il est en attente, voilà, là il est au péage. Il est au péage contre Moxley, ça va, il y a pire comme péage. Mais ça va lui coûter cher, défaite. Moxley évidemment qui conserve le titre continental, vous doutez bien, je vois pas Bandido le prendre. Tekla, la reine du monde, la lutteuse la plus intéressante pour moi, Imo, dans mon livre, Imo, in my book. Aux États-Unis depuis le début de l'année, c'est clairement Tekla, championne World AEW, c'est génial ce qu'elle propose. Alors est-ce que c'est juste très bien et pas génial, mais comme le reste de la division féminine est tellement bouqué avec le cul que ça paraît incroyable? Peut-être. Dans tous les cas, on se régale avec Tekla. Ce qui est intéressant pour cette année, c'est que du coup, avec Tekla, ils ont essayé de créer une storyline, ils ont raconté quelque chose pour une défense de titre en mode Forbidden Door, donc contre un adversaire qui n'est pas de AEW, en l'occurrence Starlight Kid, hein, qui est une des chouchoutes des fans de Stardom. C'est vraiment, elle est là-bas, elle a affronté ça avec Amitani, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans un vertical. Allez-y, je fais des petites vidéos storytelling en shorts, Reel, TikTok, allez-y, foncez. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Starlight Kid, c'est une des chouchoutes de là-bas. J'ai vu que pour pas mal de gens, ça a fait débat cet affrontement contre Starlight Kid parce que Tekla avait été à Stardom
en rivalité avec Natsupoi, qui était beaucoup plus logique dans l'histoire de... Déjà, Natsupoi représente un peu plus Stardom que Starlight Kid, parce qu'il y a eu des histoires de contrats avec Starlight Kid. Alors, j'ai pas tout suivi. Pour ceux, s'il y en a d'entre vous qui vraiment ont toute l'histoire, je vous invite à me la raconter en commentaire, histoire qu'on complète un petit peu tout ce que je dis. Mais qu'en gros, Natsupoi est vraiment historiquement une représentante de Stardom, et que Tekla avait été en rivalité contre elle, qui en plus, Tekla, là, elle, pendant Dynamite, elle racontait une rivalité contre Stardom et Taro Okada. Ça, je vous l'avais raconté dans un rewind, je vous invite à regarder dans la petite fiche là. Donc il y a vraiment une histoire intéressante de Tekla Stardom, mais Starlight Kid elle est vraiment envoyée non pas comme je représente Stardom, elle est partie à Kiev le dire, non, elle est vraiment salut c'est moi, c'est Starlight Kid quoi. Elle est censée représenter Stardom, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce qu'en plus le titre AEW à Forbidden Door est plus important que le titre Stardom si on va chez AEW. Et voir Starlight Kid qui n'est même pas sur un titre important à Stardom affronter Tekla, bah on se doute bien. Suspense, on va avoir un beau match. C'est tout. Après c'est pas grave de pas avoir de suspense, mais on va avoir un bon match. Mais ça fait un peu... Bon, il y avait Kid dispo. Kid t'es dispo? SLK, personne? Bon, bah on envoie SLK en Californie. Ça faisait un peu ça, quoi. Dans tous les cas, il n'y a aucun monde où elle prend le titre. On va avoir un bête de match. Je l'espère. Starlight Kid, c'est une catcheuse de dingue. Vous allez adorer Starlight Kid si vous l'avez jamais vu catcher. J'espère qu'elle va, elle va y aller à fond. Vous allez vraiment kiffer. Et regardez Stardom, évidemment. Et Tekla, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la div féminine à AEW. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Et si Tekla allait à All-In contre Mercedes Moné ou Maya World et conserver le titre? Je pose ça là. Est-ce que Maya World ne battrait pas Mercedes Moné, on aurait Maya World, Tekla à All-In. Finalement, Tekla conserve et on attend le retour de Toni Storm. Oui, Toni Storm encore championne. On s'en fout, on raconte des trucs. C'est ça qui est le plus important. Le titre est une excuse pour raconter des histoires. C'est tout. Pourquoi pas? Allez, victoire de Tekla. Mais en tout cas, ça reste un des matchs que j'attends le plus. On en parle juste après. Kenny Omega contre Zack Sabre Jr. Alors oui, c'est une paralysie du sommeil pour moi, je ne suis pas très fan du catch de Zack Sabre. Quoi? Tu n'es pas fan du catch de Zack Sabre, mais tu n'aimes pas vraiment le catch? Non les gars, moi j'aime pas le catch, moi j'aime les muscles, les promos et l'aura. Moi j'aime pas le catch. C'est évidemment un dream match, les deux se sont déjà affrontés la dernière fois en 2018. C'est l'année où je passais mon bac. Mais du coup ça date un petit peu, Zack Sabre était pas le même qu'aujourd'hui, là il y a vraiment un gros affiche Forbidden Door. Il y a un booking vraiment de spi, c'est genre Zako il est venu chez AEW, il fait trop marrant, et Kenny Omega et en gros c'est ça l'histoire. Kenny Omega qui est en mode dis donc calme-toi petit hein, enfin voilà. C'est résumé mais c'est ça. Il y a eu deux trucs, il y a eu un face-off à Collision, un face-off à Dynamite, on en parle plus. Mais j'ai très peu de doutes sur le fait que le match va être génial. Oui, je suis pas le bandeur de Zack Sabre. Généralement, je m'ennuie un petit peu dans les matchs de Zack Sabre, mais j'adore Kenny Omega, je m'ennuie jamais quand il y a Kenny Omega, donc pourquoi ça changerait? Lequel va annuler qui? Est-ce que les deux vont s'équilibrer? Nous verrons bien, on s'en fout, de toute façon, il y a moyen que ce soit le match de l'année pour beaucoup d'entre vous, donc on va en profiter. Ça va être trop bien. La question c'est est-ce que Zack Sabre va gagner pour faire douter Kenny Omega, pour que Kenny Omega il turn, pour qu'on raconte un truc derrière avec Will Ospreay pour All-In? Ou est-ce que Kenny Omega bat Zack Sabre, après il arrive pour Redemption, il vient dire à MJF, il fait toc 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 MJF, salut frérot, je viens de battre le meilleur catcheur des années 2020, du coup je vais prendre ton titre, on se voit à Redemption, c'est chez moi, blablabla. Pourquoi pas? On sait pas, il y a deux possibilités, je pense par contre que l'affiche du main event de All-In avec Will Ospreay évidemment, son adversaire, et sera définie notamment par le vainqueur entre Zack Sabre et Kenny Omega. Je sais que ça paraît dingue, mais pensez à l'effet Ricochet, haha lol, il est pas sur la carte. Kenny Omega vainqueur. C'est parti pour le main event, pas très intéressant. Ah, je l'ai dit, pas très intéressant, même s'il y a plein d'histoires qui vont en découler. Mais attendez, les équipes d'abord. Donc nous aurons un Steel Cage match avec l'équipe MJF contre l'équipe Mark Briscoe. Dans l'équipe MJF, donc c'est la DC MJF, Don Callis MJF. On a vu mieux quand même. MJF, Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight et Jake Doyle affronteront Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Donc la conglomération plus Takeshita, Darby Allin et Briscoe contre MJF et la Don Callis Family. Alors, le match, on s'en branle. Franchement, le match, on s'en fout complètement. C'est un truc de ouf. Ça va être cool, il y aura des gros spots et tout. En main event de Forbidden Door, les gars, bon, pas fan. Et en plus, c'est que des mecs AEW. Donc je peux comprendre la critique de Forbidden Door pas très ouverte. Je peux comprendre. Je me rends compte que depuis tout ce temps, je n'ai pas allumé ma petite lumière là, donc il n'est jamais trop tard. En gros, la stipulation, c'est si l'équipe de Mark Briscoe bat l'équipe de MJF, Briscoe aura une opportunité pour le titre. C'est tout.
Mais dedans, comme Kevin Knight a accepté de faire équiper MJF, lui aussi il aura le droit à une opportunité. Et Andrade également, depuis un mois, il arrête pas de dire à Don Callis, bon, est-ce que tu peux t'occuper de mon opportunité? Je t'en parle depuis je sais pas combien de temps. On va y revenir, parce qu'Andrade, je pense qu'il va être important dans ce match. La stipulation, je la trouve inintéressante au possible, parce que de toute façon, tout ça pour un match qui va avoir lieu à Dynamite, et tout ça pour que Mark Briscoe ne prenne pas le titre. Ah, t'avais dit pareil pour Darby Allin. Mark Briscoe, les gars, All-In c'est dans 2 mois. On va où là? Est-ce qu'on va faire Mark Briscoe il prend, il le garde 2 semaines, après Mark Briscoe il le repère, et puis en fait... Non, stop. Mark Briscoe ne prendra pas le titre, en tout cas pas là, donc il aura son opportunité à Dynamite, un match où MJF va gagner, on s'en fout complètement, il y a aucun enjeu, c'est insupportable, enfin en tout cas dans le résultat, on s'en fout. Le match, on s'en fout complètement. Juste, bon bah voilà, ça va être cool, ça va être du divertissement. C'est la base du catch. Oui, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, on a des rivalités interne, évidemment. Darby Allin est revenu, donc évidemment dans l'équipe d'en face il y a Kevin Knight et MJF, ça va le titiller un petit peu. Mark Briscoe, bah il y a MJF et toute la Don Callis family. Konosuke Takeshita, il y a Kazuchika Okada, donc il lui a pris le titre international à Double or Nothing. La rivalité elle a pas vraiment l'air d'être terminée, et en plus il y a Kyle Fletcher, parce que du coup Kyle Fletcher a trahi Takeshita, enfin en gros il a choisi la Don Callis Family plutôt que Takeshita. Et pour ceux qui me suivent sur tous les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé, je vois bien Kyle Fletcher contre Konosuke Takeshita pour le titre international à All-In, et pourquoi pas un three-way avec Okada. En tout cas, on a une possibilité d'y aller là. Kevin Knight Darby, évidemment, ça va fricoter ensemble et on aura un match pour le titre TNT à Redemption, je pense, là, donc le prochain pay-per-view. Par contre, pour moi, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est Andrade. Parce que Andrade, ils arrêtent pas de teaser un truc où la Don Callis Family, ça le saoule, parce que Don Callis ne fait pas ce qu'il lui promet. Et donc il commence un peu à être en mode... Il y a plein de meetings de la Don Callis Family où Andrade est en mode putain, et moi, genre, tu vois, vous êtes chiant là en fait. Et il aurait pas tort. Et le truc, c'est que là, hier soir, lors de Dynamite, MJF, sans faire exprès, a frappé Andrade. Moi, je pense. Andrade, évidemment, il y a un moment donné, ça va le gaver, il va y avoir un coup qu'il va prendre sans faire exprès, il va se retourner contre MJF. Il va faire perdre l'équipe de MJF, il va avoir son opportunité pour le titre, évidemment, il ne le prendra pas, mais c'est vrai que Andrade va face turn et quitter la Don Callis Family. Je pense, parce qu'Andrade est ultra ouvert depuis qu'il est revenu, et on aurait plein de choses à faire avec, imaginez, un Fletcher qui prend le titre international à Takeshita à All-In, puis après on a une rivalité contre Andrade, bref, il y aurait plein de choses à faire, et j'ai très très envie de voir ça, parce qu'il commence à y avoir des trop gros noms dans la Don Callis Family, et que j'en avais déjà parlé également, pour moi, à l'avenir, la Don Callis Family se résumera à Don Callis et Kyle Fletcher et des jobbers. Je pense que même Okada, il va pas tarder à partir d'ici 1 an, à mon avis. Sûrement que je me trompe, mais c'est ce que je pense. Donc je pense que Andrade va coûter la victoire à MJF, et que du coup on aura un Briscoe MJF la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Dans tous les cas, Andrade va faire perdre son équipe. Tout va se passer autour d'Andrade. Imo, in my book, j'ai pas d'autres expressions. Ça n'empêche que ce match, pour moi, il a rien à faire ici. T'es pas obligé d'envoyer des équipes de 25 s'affronter dans des cages à Forbidden Door alors qu'il y a que des mecs d'AEW pour juste avoir Mark Briscoe MJF. C'est-à-dire que là, à la limite, on avait fait ça pour Konosuke Takeshita ou même pour Darby Allin, parce que Darby Allin vient de revenir et qu'il avait le titre mondial, etc. Non, on parle de Mark Briscoe. Avec tout le respect pour Mark Briscoe, on parle de Mark Briscoe, c'est-à-dire que le main event de Forbidden Door, qui est quand même un événement historique du côté d'AEW, va se jouer pour qu'il ait un match de championnat en weekly. T'abuses un peu, frérot. Et si vous m'envoyez MJF Mark Briscoe pour le titre en main event de Redemption, là vous vous foutez de notre gueule. Donc bref, voilà, pas forcément grand chose à dire de plus sur ce main event, un peu déçu, même si je pense que le match va être bien. Globalement, moi les matchs que j'attends le plus, on va avoir Tekla Starlight Kid, parce que je pense que ça va être absolument génial, Ospreay Swerve, évidemment, et Moxley Bandido, parce que je pense que Moxley Bandido, ça va envoyer du pâté. J'ai pas dit Omega Saber, évidemment, parce que je fais ça pour Lightwatch et le Rashbait pour que vous mettiez des commentaires et m'insultiez, ça fait du référencement. Je ne mets pas Omega Zack Saber, mais je suis quand même curieux de voir. Bref, voilà pour cette petite preview de Forbidden Door et ces petits pronostics. Si jamais ça vous intéresse, pour en apprendre un petit peu plus, vous pouvez cliquer sur ma chaîne et voir d'autres vidéos où vous avez soit des discussions justement autour de sujets d'actualité d'AEW, justement du fantasy booking, etc. pour All-In si vous voulez consolider vos connaissances si vous venez d'arriver, ou tout simplement si vous voulez rattraper un petit peu ce qui s'est passé en weekly, vous avez tous les rewinds de Dynamite, excepté celui de la semaine dernière et de cette semaine. Ah bah il travaille pas. Non. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous soit sur des plateformes verticales telles que TikTok, Instagram ou YouTube Short, ici en fait, bougez pas, et en stream les mardis, jeudis à 20h30, donc logiquement, si j'ai bien fait mon travail, ce soir à 20h30, rendez-vous sur Twitch, je vous attends. Allez, des gros bisous, et nous on se dit à la semaine prochaine pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé à Forbidden Door. Les portes interdites, qui finalement sont interdites, mais pas trop, mais en fait on les a pas trop oubliées, mais en fait elles étaient ouvertes, entr'ouvertes, on a juste fait un courant d'air, c'est la canicule, il fait chaud.